Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une histoire d'amour qui a fait chavirer la vie politique française, celle d'Emmanuel Macron et de Brigitte Trogneux. 24 années les séparent, un écart déjà étonnant, mais c'est la genèse de leur rencontre qui a véritablement stupéfié le monde. Imaginez, début des années 1990, lycée privé La Providence à Amiens. Emmanuel, élève de 15 ans, brille par son éloquence et son appétit pour la littérature. À ses côtés, dans la salle de classe au mur tapissé d'affiches théâtrales, enseigne Brigitte, professeure de français et de théâtre âgée de 39 ans. Dès le premier jour, quelque chose d'indéfinissable flotte entre eux, un respect mutuel, une curiosité intellectuelle partagée. Chaque vendredi soir, après la sonnerie, ils répètent ensemble une pièce d'Eduardo de Filippo. La mise en scène n'est plus un simple exercice scolaire, mais le point de départ de conversations passionnées. Philosophie, poésie, sens de la vie. Dans une interview accordée à Paris Match, Brigitte se souviendra. Pour moi, un garçon aussi jeune, c'était paralysant. Et pourtant, elle ne peut ignorer la finesse de son esprit, son enthousiasme contagieux. Emmanuel, pour sa part, confesse qu'il se sentait, comme Mozart à ses côtés, fasciné par son charisme et sa bienveillance. Leur lien ne reste pas cantonné aux coulisses du théâtre. Il devient un voyage intérieur pour l'un comme pour l'autre. Pour Brigitte, c'est une lutte intime. Enseignante, mère de 3 enfants, épouse de banquier, elle doit réconcilier ses obligations et cet attachement naissant. Pour Emmanuel, c'est la certitude que, malgré son jeune âge, son destin est irrémédiablement lié à cette femme hors norme. Ce premier chapitre de leur histoire s'achève sur une décision lourde de conséquences. Emmanuel quitte Amiens pour un lycée parisien, espérant rompre la proximité. Mais la distance n'enrayera pas la force de leurs sentiments. 10 ans plus tard, dans la station du Touquet, ils scelleront enfin leur union. Ce récit, qui débute dans une salle de classe, vous plonge au cœur des doutes, des sacrifices et du courage qu'il a fallu à Emmanuel et Brigitte pour transformer un amour improbable en un partenariat unique au sommet de l'État. Dans une interview rare accordée à Paris Match, Brigitte Macron a lâché cette phrase qui en dit long. « J'avais la tête en désordre. Pour moi, un garçon aussi jeune, c'était paralysant. » Imaginez la scène. Une femme de 39 ans, épouse et mère de 3 enfants, professeure respectée dans un lycée catholique d'Amiens, soudain confrontée à l'intensité d'un élève de 15 ans, déjà brillant, déjà éloquent. Ce mélange d'admiration et de tourment, Brigitte l'a rangé dans son fort intérieur, entre silence et crainte du scandale. Les lettres qu'Emmanuel lui écrivait, feuillets recouverts de phrases enflammées et de promesses d'avenir, se glissaient dans sa boîte aux lettres après la classe, apportant un poids nouveau à chaque mot. Pour lui, chaque missive était un acte de courage. Il osait mettre des sentiments sur du papier, défier l'inacceptable, affronter la réprobation. Pour elle, chaque paragraphe réveillait l'angoisse. Entre la bienséance sociale et son rôle d'enseignante, comment accepter ce lien naissant sans trahir ses propres convictions? Leur histoire se joue alors sur 2 scènes. L'une, intime, faite de confidences à demi-mot et de regards furtifs dans les couloirs. L'autre, publique, peuplée de rumeurs dans la ville d'Amiens, de chuchotements dans la cour de récréation et d'inquiétudes chez les parents. Malgré les textes officiels, malgré la distance imposée par la famille de Macron, un transfert à Paris pour éloigner l'adolescent de son professeur, leur correspondance et leurs rencontres secrètes persistent. Il tient bon face aux conversations de café, aux articles à sensation, aux commentaires acerbes en salle des professeurs. Puis sont arrivées les élections, les scandales politiques, les théories les plus folles, y compris des calomnies sur l'identité de Brigitte. Rien n'a ébranlé leur détermination. Elle, rompue à l'exercice de l'éloquence et des jugements, a tenu bon. Lui, forgé par la littérature et la conviction d'un destin commun, a continué à écrire. Aujourd'hui, alors que tout le monde suit le couple Macron sous les projecteurs de l'Élysée, rappelons-nous ses premiers pas, 2 âmes liées par la plume, défiant ensemble le jugement public pour bâtir un amour qui résiste à l'épreuve du temps. Tout commença au début des années 1990, dans les couloirs feutrés du lycée privé La Providence à Amiens. Emmanuel Macron n'était alors qu'un adolescent de 14-15 ans, déjà remarqué pour son intelligence vive et son amour des mots. Ses camarades le décrivaient comme un vieux sage dans un corps de collégien. Il lisait Racine à la récré, corrigeait la syntaxe de ses amis et prononçait chaque discours comme s'il s'adressait à une assemblée solennelle. De l'autre côté des pupitres, Brigitte Trogneux, professeure de lettres et de théâtre, rayonnait d'une énergie maîtrisée. Âgée de 39 ans, issue d'une famille de chocolatiers renommés, elle ne ressemblait pas aux autres enseignants. Ses gestes étaient précis, sa voix d'une clarté chaleureuse et son regard, à la fois vif et bienveillant, captait immédiatement l'attention de ses élèves. Elle dirigeait le club de théâtre, véritable ruche où se mêlaient rêves d'évasion et talents naissants. Leur première rencontre eut lieu devant le tableau noir,
au cours d'une leçon sur Corneille. Emmanuel, bras croisés, écoutait chaque mot de Brigitte avec une concentration absolue. Il buvait ses paroles comme un voyage dans la poésie classique. Intriguée par cet élève si différent des autres, elle l'invita bientôt à rejoindre le groupe de théâtre pour travailler sur une adaptation d'Eduardo de Filippo. Chaque vendredi soir, après la sonnerie finale, la salle d'où se transformait. Les rangées de pupitres laissaient place à un espace de répétition intime. Brigitte indiquait la posture d'un comédien, expliquait le sens d'un mot, corrigeait un ton. Emmanuel interrompait parfois la scène pour proposer une réplique plus nuancée ou un détail littéraire qu'il avait déniché dans un vieux manuscrit. Leur complicité grandit rapidement. Ils partageaient des cafés aux distributeurs, discutaient de Platon autant que des dernières pièces jouées à Paris, et échangeaient des livres qu'ils annotaient l'un pour l'autre. Pour Brigitte, ces instants étaient à la fois exaltants et déstabilisants. Elle reconnaissait chez ces garçons une maturité hors du commun, un feu intérieur qu'aucun autre élève ne possédait. Emmanuel, de son côté, vivait un éveil intellectuel. Il découvrait avec elle un monde où la littérature et le théâtre pouvaient transformer les doutes en espoir. Ce lien didactique, né sous les néons d'une salle de classe, allait sceller le destin de deux vies que tout, a priori, semblait opposer. Chaque vendredi soir, la sonnerie du lycée de la Providence marquait le début d'un rituel singulier. Tandis que les couloirs se vidaient, Emmanuel et Brigitte se retrouvaient seuls dans la petite salle de théâtre. Brigitte refermait délicatement la porte derrière elle, le silence devenait complice. Sur la scène improvisée entre deux rangées de chaises, ils déroulaient ensemble les textes des l'art de la comédie d'Eduardo de Filippo. D'abord, elle guidait la mise en scène, placement du corps, précision du texte, intensité du regard. Puis, Emmanuel, par petites touches, apportait ses propres idées. Un geste plus vif ici, une respiration différente là, un mot qu'il suggérait pour mieux capter l'émotion. Mais très vite, leurs échanges déborderont du simple exercice dramatique. Ils débattront de la nature humaine. Peut-on jouer un mensonge sans être soi-même trompé? Interrogera Brigitte. Ils exploreront les chefs-d'œuvre de la philosophie. Platon pensait que l'art imite la réalité. Et si, parfois, c'était la réalité qui s'inspirait de l'art, proposera Emmanuel. Les livres s'ouvriront sur la table, Racine, Camus, Montaigne. Chaque page vue ensemble deviendra le point de départ d'une réflexion intime sur la vie, la liberté, la recherche de soi. Dans son livre, il venait d'avoir 17 ans, Sylvie Baumel écrira qu'Emmanuel était l'élève littéralement fasciné par la personnalité étincelante de Brigitte, sa curiosité, son assurance, la vivacité de son intelligence. Et Brigitte elle-même confiera, dans une interview à Paris Match, « J'avais l'impression que ce garçon avait toujours été là. Son esprit me stimulait comme aucun autre. » Au fil des semaines, cette complicité devenait le creuset d'un lien profond, deux esprits se nourrissant l'un de l'autre, franchissant ensemble les frontières entre l'apprentissage et la découverte de soi. Ces vendredis soirs, hors du regard des autres, jetteront les bases d'une relation unique, un pacte silencieux où là, la pensée se rencontre pour façonner deux destins indissociables. À Amiens, le moindre geste d'Emmanuel et Brigitte ne passait pas inaperçu. Très vite, leur proximité attisa les murmures dans les couloirs du lycée La Providence. Certains pensaient d'abord qu'Emmanuel nourrissait un faible pour Laurence, la fille de Brigitte et camarade de classe. Mais ceux qui observaient de plus près remarquaient autre chose. Le jeune élève passait des heures seul avec son professeur, bien après la fin des cours. Un soir, à la clôture de la première représentation de leur adaptation de l'art de la comédie, toute l'équipe se retrouva dans un petit restaurant local. Les élèves riaient, les professeurs discutaient des critiques élogieuses, et la ville semblait célébrer la troupe. Au bout de la table, Brigitte et Emmanuel s'isolèrent subtilement. Elle, le visage éclairé par un sourire attendri. Lui, le regard brillant d'une émotion qu'il ne cachait plus. Ils partagèrent un morceau de tarte aux pommes, la spécialité de la maison, et échangèrent à voix basse leurs impressions de la soirée. Soudain, un silence complice tomba. Leurs mains frôlèrent la même serviette, leurs regards se croisèrent, et le monde extérieur sembla s'évanouir. Pour un instant suspendu, Brigitte posa doucement sa main sur l'épaule d'Emmanuel, comme pour lui transmettre courage et reconnaissance. Lui répondit par un hochement de tête, les yeux humides, puis murmura « Merci d'avoir cru en moi ». Ce bref échange déclencha une onde de choc à Amiens. Quelques témoins le racontèrent à mi-voix dans la cour de récréation, d'autres en parlèrent aux parents inquiets. Bientôt, les discussions fusèrent lors des réunions de conseil de classe. Pourquoi restent-ils seuls ensemble? Quel est ce lien secret? Les rumeurs grossirent, oscillant entre fascination et suspicion. Alertés, les parents d'Emmanuel pressèrent le lycée de mettre fin à ces rencontres. Ils espéraient qu'un éloignement clouerait le bec au commérage et protégerait leur fils de ce qu'ils jugeaient une émotion inappropriée. C'est ainsi qu'Emmanuel fut envoyé à Paris,
dans un nouvel établissement, à des centaines de kilomètres de Brigitte et des chuchotements qui l'avaient suivi comme une ombre. Mais la vérité, comme on le sait aujourd'hui, ne tient pas à la géographie. Un lien forgé au détour d'un dîner et cimenté par un regard complice ne se brise pas avec la distance. Alarmés par les chuchotements et craignant pour l'équilibre de leur fils, les parents d'Emmanuel prirent une décision radicale. Ils l'inscrivirent dans un prestigieux lycée parisien, espérant que la distance, la frénésie de la capitale et la rencontre de nouveaux visages suffiraient à l'éloigner de Brigitte. Mais l'adolescent de 15 ans n'était pas prêt à sacrifier ce lien unique. Dès ses premiers jours à Paris, loin des bancs de la Providence, Emmanuel chercha à maintenir le fil invisible qui le reliait à sa professeure. Chaque semaine, il passait des heures à rédiger des lettres, feuilles soigneusement pliées, mots choisis pour exprimer une fidélité sans faille. « Quoi que tu fasses, je t'épouserai », écrivait-il, une promesse inscrite en marre de ses réflexions littéraires. Il appelait également au téléphone, avec la gêne mêlée d'excitation propre aux cœurs épris, la voix légèrement tremblante, il lui racontait ses nouveaux cours, ses nouveaux camarades et la silhouette de Paris qu'il découvrait. À chaque conversation, Brigitte répondait par des encouragements mesurés. Elle lui conseillait de se concentrer sur ses études, mais ne cachait jamais sa joie de l'entendre. Entre les cours, Emmanuel glissait parfois un mot discret à une amie de confiance. « Demande à Madame Trognier si elle a reçu ma lettre. » Et lorsque les réponses arrivaient, elle débordait de tendresse, encouragement, souvenirs de leurs discussions théâtrales, rappels affectueux de ce qu'ils partageaient. Cet échange épistolaire se poursuivit pendant 10 longues années. Brigitte, désormais mère divorcée enseignant le latin, prit soin de protéger ses enfants et sa réputation. Elle rangea les feuillets d'Emmanuel sous clé, répondit aux lettres en heures creuses et garda secrètes ses missives passionnées. Et Emmanuel, poussé par une conviction profonde, transforma cette attente en une force. Il travailla avec acharnement, gravissant les échelons de la classe préparatoire, de l'ENA et des couloirs feutrés des banques d'affaires, tout en préservant l'espoir d'un jour retrouver celle qui, à ses yeux, avait façonné son âme. Car plus qu'une simple correspondance, ses appels et ses lettres étaient la preuve tangible qu'un amour, même né sous le regard des jugements, pouvait résister à l'épreuve du temps et de la distance. Pendant des années, Brigitte a mené un numéro d'équilibriste, femme, mère de 3 enfants, enseignante adulée et pourtant prisonnière d'un amour secret. Pour protéger ses adolescents, Sébastien, Laurence et Tiphaine, elle prit une décision lourde de conséquences. Quitter le club de théâtre pour enseigner le latin. Chaque matin, elle traversait les couloirs du lycée, désormais armée de manuels de conjugaison et de mythologie, au lieu de ses vieux scripts. Les échos de la comédie se muèrent en vers et déclinaisons. Les plans cédaient la place aux déclinaisons latines. Ce changement radical visait à éloigner toute suspicion. Plus de répétitions tardives, plus de répétitions dans les salles obscures, plus de regards inquisiteurs. En coulisses, Brigitte poursuivait son duel intérieur. Comment concilier la bienveillance maternelle, le devoir professionnel et ce lien indéfectible avec Emmanuel? À la maison, elle jouait la mère de famille modèle, déjeuner convivial, conseil de devoirs, discussion sur l'avenir de ses enfants. Mais dans ses pensées résonnaient encore les mots de l'adolescent. « Quoi que tu fasses, je t'épouserai. » En 2006, après plus de 10 ans de lutte intime et de silence discret, Brigitte obtint le divorce d'André-Louis Osière. Elle avait attendu que ses enfants soient majeurs et que leur vie ne soit plus soumise au tumulte du scandale. Ce divorce, aussi discret qu'une signature sur un parchemin ancien, marqua le tournant d'une vie enfin libérée. Le monde politique, ignorant encore tout, la voyait simplement comme l'enseignante sévère et respectée. Mais, dans l'intimité, Brigitte préparait l'étape décisive, annoncer officiellement sa rupture, surtout ouvrir la porte à un avenir commun avec Emmanuel. Ce choix mûri dans la confidentialité devint l'amorce d'un nouveau chapitre, le chemin vers le Touquet en octobre 2007, le lieu même où, quelques années plus tôt, elle avait épousé son premier mari. Là, entourés de leurs proches, Brigitte et Emmanuel allaient célébrer, non plus un amour secret, mais l'union définitive de 2 destins qui avaient bravé les jugements et les années. Mais cette histoire, vous l'entendrez dans le prochain volet. Octobre 2007, le Touquet. Après 10 ans de batailles intérieures et de secrets partagés, Brigitte et Emmanuel se retrouvent au cœur de la station balnéaire qui a déjà vu son premier mariage. Le ciel est clair, l'air vif, et les vagues murmurent comme autant de témoins complices. Sous un des simples mais élégants, entourés de leurs proches, les enfants de Brigitte, ses amis de toujours, quelques visages venus d'Amiens et de Paris, ils échangent leurs vœux. Elle, 10 ans son aînée, rayonne d'une sérénité conquise. Lui, tout juste 23 ans, confesse une émotion pure, la voix tremblante et le regard brillant. Quand vient son tour, Emmanuel s'adresse d'abord aux 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, désormais adultes. Il leur tient la main et déclare,
la voix emplie de gratitude. Merci de nous accepter, nous, ce couple pas tout à fait normal. Merci de me donner une famille, de me confier celle que j'aime plus que tout. Quelques sourires s'échangent, des larmes scintillent sous les chapeaux de paille, et Brigitte lui presse doucement l'épaule, complice et rassurante. Leur alliance, sertie d'un anneau discret, c'est non seulement leur amour, mais l'aboutissement d'un parcours semé d'embûches, une enseignante respectée, un étudiant ambitieux, un lien né dans une salle de classe qui a résisté à l'adversité et au jugement. Dans son discours, Brigitte évoque ce chemin. Il y a des histoires qui défient la raison, des destins qui se rejoignent malgré les différences. Emmanuel, tu as fait de moi la femme la plus heureuse, et je promets de t'accompagner, partout, en épouse, en amie, en partenaire. Puis, sous un tonnerre d'applaudissements, ils scellent leur promesse par un baiser discret, empreint de tendresse et de respect mutuel. Ce mariage marquera le début d'un nouveau chapitre. Emmanuel, détenteur d'un diplôme de l'ENA et d'une carrière naissante dans la finance, choisit de lancer son propre mouvement politique, La République en marche, dès 2016. Brigitte, sa conseillère la plus proche, lit ses discours, peaufine ses arguments et veille à préserver un équilibre entre vie publique et intimité familiale. En mai 2017, lorsque son nom résonne dans tout le pays et qu'il devient le plus jeune président de la VE République, Brigitte est à ses côtés. Dans l'Élysée, loin des projecteurs parfois impitoyables, il continue de partager petits déjeuners et confidences, faisant de cette union initialement si controversée un véritable foyer de confiance et de soutien. Tandis qu'Emmanuel trace sa route à une vitesse fulgurante, l'ENA, un passage brillant chez Rothschild, puis ce pari fou, créé en marche. Brigitte, elle, reste à l'écart des caméras. Mais son rôle est loin d'être effacé. Elle est dans l'ombre, mais jamais loin. C'est elle qui relit ses discours tard dans la nuit, corrige les tournures maladroites, l'encourage à rester fidèle à ce qu'il est, même quand le pouvoir commence à imposer ses codes. Elle l'écoute, le recentre, le protège. Quand il doute, c'est vers elle qu'il se tourne. Quand il s'emporte, c'est elle qui le ramène à l'essentiel. Leurs échanges sont constants, presque instinctifs. Elle n'est pas simplement l'épouse du futur président. Elle est son ancrage. Et puis, mai 2017. La scène est historique. À 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la VE République. La cour du Louvre, baignée de lumière, résonne de l'hymne à la joie. Mais dans cette mise en scène millimétrée, il y a un moment suspendu. Un moment pour elle. Lors de son discours de victoire, il la regarde, la cherche du regard parmi la foule, et prononce cette phrase, simple et bouleversante. Toujours là, et sans qui je ne serais pas moi. Une déclaration publique pour celle qui a toujours été là, en retrait mais essentielle. Pour celle qu'il a connue adolescent, et qu'il a vu devenir chef d'État. Ce soir-là, alors que la France entre dans une nouvelle ère, Emmanuel ne célèbre pas seulement une victoire politique. Il célèbre aussi un amour indéfectible, une fidélité rare et un duo devenu légende. Brigitte, souvent caricaturée, parfois moquée, impose peu à peu une autre image, celle d'une femme forte, cultivée, libre. Et surtout, celle d'un pilier silencieux, sur lequel repose l'un des parcours politiques les plus atypiques de la République française. Malgré la pression constante, malgré les projecteurs braqués jour et nuit sur leur quotidien, Emmanuel et Brigitte Macron préservent une chose, leur bulle, leur intimité. Dans l'aile privée du palais de l'Élysée, loin des dorures officielles, ils prennent encore le temps de partager un petit déjeuner, de parler d'un livre, de discuter des projets qui leur tiennent à cœur. Ensemble, ils s'engagent, elle dans la lutte contre le harcèlement scolaire, lui dans les affaires d'État. Mais toujours, ils avancent en tandem. Pourtant, cette pudeur, cette retenue, n'épargne pas Brigitte. Dès 2017, une rumeur aussi absurde que cruelle commence à enfler. Certains affirment, sans aucune preuve, qu'elle serait née homme. Un mensonge. Un complot monté de toutes pièces qui renaît en 2024 sous l'impulsion de Candace Owens, une figure de l'extrême droite américaine, qui n'hésite pas à comparer Brigitte à symbole d'un vaste complot mondial. Ces théories du complot, aussi délirantes soient-elles, se répandent à une vitesse folle, alimentées par les réseaux sociaux, les bulles de désinformation, les discours haineux. En 2023, la justice tranche. 2 personnes sont condamnées pour diffamation. Mais le mal est fait. Les attaques, elles, continuent. Car c'est bien cela qu'incarne cette campagne sordide, la tentative d'atteindre une femme par ce qu'elle représente. Une compagne, une professeure, une femme publique, mais aussi une cible idéale pour tous ceux qui rejettent la modernité, la complexité et la force tranquille que Brigitte Macron symbolise. Face à cela, elle ne répond presque jamais. Elle tient, silencieusement, dignement.
et continue, à sa manière, de tracer sa route aux côtés du président. Brigitte Macron n'est pas simplement la première dame. Elle est enseignante, mère, grand-mère, et elle affirme haut et fort. Elle refuse l'étiquette qu'on lui colle, celle de cougar, trop souvent utilisée pour abaisser, moquer, réduire. Lorsqu'elle porte plainte, ce n'est pas uniquement pour elle. C'est aussi pour protéger sa famille, son mari, leur dignité. Car derrière les sourires officiels, les tapis rouges et les flashs des photographes, il y a une femme qui, chaque jour, affronte les jugements, les rumeurs, les commentaires misogynes, sexistes, parfois même haineux. Elle a déjà dit, l'écart d'âge entre elle et Emmanuel complique certaines choses. Mais elle ne regrette rien. Jamais. Ses mots sont simples, directs, puissants. Si je n'avais pas fait ce choix, j'aurais manqué ma vie. Et peut-être que tout est là, dans cette phrase, dans ce choix assumé, dans cet amour né dans une salle de classe et qui a défié les règles, les normes, les attentes. Aujourd'hui, leur couple dérange, fascine, inspire. Il fait débat. Certains y voient une preuve d'amour sincère, indestructible. D'autres, une relation hors des cadres, trop différente pour être acceptée sans critique. Et vous, qu'en pensez-vous? Leur histoire est-elle celle d'un amour véritable qui a triomphé des regards et des rumeurs? Ou d'une relation atypique vouée à toujours diviser? Dites-le en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous si ce sujet vous a touché.